Salut! Alors en général, je ne fais jamais de guide d'achat et je n'oriente jamais pour acheter un véhicule plutôt qu'un autre. Pourquoi je fais pas ce type de contenu? Eh bien parce que quelque part je trouve ça un peu ridicule. Alors d'une part, je trouve ça un peu ridicule d'envoyer toujours les gens vers les mêmes modèles. Par exemple, les Renault Clio RS, les Mégane RS. D'une autre part, qu'est-ce que c'est une sportive? En réalité, je pense qu'on a un petit peu tous une version un peu différente d'une voiture sportive. Il y a des gens qui vont dire une voiture est une sportive à partir de tant de chevaux, à partir de telle puissance, à partir de 200 chevaux par exemple. Il y a des gens qui vont plutôt rechercher le châssis, un châssis extrêmement affûté, de préférence un moteur central arrière, voire une propulsion. En réalité, on a tous une définition un petit peu différente d'une voiture sportive. Et est-ce qu'on peut considérer qu'un sleeper, une voiture puissante mais qui ne ressemble pas vraiment à une sportive esthétiquement, extérieurement, est-ce qu'on peut considérer qu'un sleeper c'est une sportive? Donc voilà pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas fait de guide d'achat et je n'oriente pas spécialement les gens vers 5 voitures alors que des voitures puissantes il y en a plein, mais vraiment plein. Alors quelque part quand on fait une sorte de guide d'achat sportive entre 5 et 15 000 euros, il faudrait aussi préciser dans quelle année. Donner une fourchette, par exemple. Une fourchette d'environ 10 ou 15 ans. Entre 2000 et 2015. Bon, là, on élimine encore plein de voitures, puisque si on donne une fourchette, on élimine toutes les voitures avant 2000 et on élimine toutes les voitures après 2015. Donc déjà, on cible qu'un tout petit nombre de véhicules, alors que des fois, les premières séries qui sont sorties avant 2000, elles sont très intéressantes également, et des fois aussi très fiables. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire comme les autres. En général, on vous donne toujours 5 voitures qu'il faut absolument acheter, ou 7 voitures vraiment qu'il faut absolument collectionner, ou qu'il faut investir absolument aujourd'hui. Bah non, moi je ne vais pas vous donner 5 ou 7 voitures. Je vais vous aiguiller plutôt sur des voitures qui ne sont pas connues, des versions qui sont des fois un petit peu rares, certes moins connues, moins répandues, peut-être plus difficiles à trouver, mais vous en trouverez peut-être une moins fatiguée que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que le problème de toujours vouloir acheter une Clio RS, d'ailleurs il y a une chose que je n'ai pas précisée, en matière de sportive, c'est que je n'ai pas parlé de pistarde. Et pour moi une Clio RS ou une Mégane RS ou une Opel Speedster, c'est comme les Lotus. Quelque part, c'est pas tout à fait des sportives, c'est aussi des pistardes. Des pistardes dans le sens où ces voitures n'ont pas été conçues uniquement pour rouler vite, mais pour faire des chronos. Donc ça veut dire que les voitures ont vraiment été étudiées, donc que ce soit en accélération, tenue de route, freinage, endurance du freinage, aussi robustesse du moteur, parce qu'il faut quand même un moteur robuste pour aller sur piste. Donc on a quand même une multitude de définitions de sportives. Il y a des sportives qui sont extrêmes, donc les pistardes. Il y a des voitures qui sont puissantes, mais qui ne sont pas destinées à la piste. Après, vous avez tout simplement des berlines qui sont puissantes, mais qui ne sont pas du tout conçues pour rouler spécialement vite. Par exemple, vous avez des voitures qui sont relativement puissantes, mais qui n'ont pas un freinage vraiment endurant et qui n'ont pas spécialement un freinage qui présente un mordant appréciable pour avoir une conduite réellement sportive. Donc j'ai fait une toute petite liste dans ma tête, oui, parce que moi je ne lis pas un prompteur comparé à la plupart des gens qui font des vidéos, donc je préfère un petit peu improviser, et sachant que je fais
à peu près les annonces pendant 1 h 30 sur Le Bon Coin, tous les jours, le soir, quelque part, les voitures, je commence à les connaître un petit peu. Donc, je vais parler sur une plage assez longue en matière d'années. Je vais pas parler seulement des voitures de 2000-2010. Par contre, il est clair que je ne vais pas parler des voitures après 2015 parce que je ne les connais pas du tout. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui est sorti après 2015. Ça ne m'intéresse pas du tout. Tout ce qui est hybride, électrique et les sportives ultra modernes bourrées d'électronique, ça ne m'intéresse pas et je ne les connais pas du tout. Donc je ne vais pas en parler parce que les dernières sportives, les dernières RS, les dernières GTI, je ne les connais pas du tout. Donc je vais parler principalement donc des voitures que j'ai et aussi des voitures qui m'intéressent. Alors quand je disais voiture sportive mais sleeper, je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est les voitures qui ne font pas 200 chevaux mais qui sont juste en dessous. Par exemple, si vous regardez dans plusieurs marques, vous trouverez des voitures qui font 150, 170, 180 chevaux, 190 chevaux, qui des fois ne sont pas considérées comme de véritables sportives, parce que, eh bien, esthétiquement, des fois, ça reste des berlines 4 portes, ou des compacts, et elles n'ont pas une allure particulièrement sportive. Il n'y a pas de jantes énormes, il n'y a pas de jantes de 18 pouces, c'est pas des pneus vraiment en taille basse. Des fois, les suspensions sont assez souples, c'est pas vraiment des suspensions sport. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de radical ou est-ce que vous voulez une voiture de tous les jours? Éventuellement, après, il y a toujours la possibilité de la modifier, même si c'est pas autorisé. Donc moi, je pense principalement à des sleepers, des voitures qui sont assez puissantes. D'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt d'acheter toujours la voiture la plus puissante. Moi, des fois, j'ai craqué pour un modèle moins puissant et j'en suis tout à fait satisfait pour la simple raison que on ne vit pas tous sur un circuit, on ne va pas tous sur un circuit tous les ans et on n'a pas tous un chronomètre pour aller bosser. Donc je sais qu'il y a des voitures qui sont équipées d'un chronomètre pour chronométrer des accélérations. Franchement, qui aujourd'hui se chronomètre tous les jours en faisant des accélérations? Enfin, j'en vois pas l'intérêt. Donc, allez, on commence. Donc moi, j'ai vu. On a par exemple, tout simplement, des Opel Astra qui sont relativement puissantes et on a le même type de voiture. On a aussi donc Ford Focus et on a aussi des Golf qui font 170 chevaux. Bon, attention, hein, certaines motorisations sont merdiques. Je conseille plutôt des versions Atmo ou des versions turbo, mais avec des gros moteurs. On évitera les petits moteurs turbo, c'est toujours une source de problème. Donc, j'évite à tout prix de conseiller des moteurs de faible cylindrée type 1,4 litre turbo, même si certains sont fiables. En général, c'est pas terrible. On a beaucoup plus de problèmes sur du 1,4 litre turbo que sur du 2 litres. Ça ne veut pas dire que les 2 litres turbo sont increvables, mais en général, on a moins de problèmes. Alors, j'ai vu des Opel Astra, on a des Ford Focus. Alors, les Ford Focus, par exemple, la plus connue peut-être, c'est la ST de première génération, donc qui faisait 170 chevaux. Aujourd'hui, ça ne vaut pas grand-chose. On peut en trouver une en parfait état pour 5 ou 10 000 euros. Bon, après, parfait état, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire grand-chose, ça veut pas dire juste un contrôle technique. Moi, je conseillerais plutôt un kilométrage raisonnable, donc pas 150 000 km, de préférence un peu moins. Si on peut trouver une voiture qui a entre 50 et 100 000, c'est l'idéal. Après, il faut que le prix soit en rapport avec l'état du véhicule. C'est toujours pareil, on ne peut pas parler d'un prix précis, une cote précise entre 5 et 10 000. Entre un véhicule qui a 30 000 km et un véhicule qui a 250 000, même si le véhicule qui a 250 000 est en excellent état visuellement,
ça ne veut pas dire que tout est en excellent état. Vous pouvez avoir une voiture qui a 250 000 km, le moteur tourne parfaitement rond, mais à côté de ça, vous avez des sièges qui sont usés, des amortisseurs qui sont un peu fatigués, une carrosserie un peu piquée de partout, et vous avez aussi des trains roulants qui sont un peu fatigués, avec des cylindres en bloc à remplacer, des biellettes qui sont fatiguées, mais qui ont réussi à passer quand même le contrôle technique. Donc, ce qui est important de savoir et à ne pas oublier, c'est que toutes les versions qui sont un petit peu moins sportives, donc juste en dessous de la version quelque part sport ou les versions un petit peu en dessous des versions S ou RS, on a des versions qui sont très intéressantes. Donc la Ford Focus par exemple en ST version 170 chevaux, eh bien, elle n'est pas vraiment très recherchée et je pense qu'il y a de bonnes affaires à réaliser en achetant ce type de véhicule. Après, il y a plein de voitures comme ça. On a des Rover, on a des MG. Alors, il y en a plein, donc je ne vais pas toutes les citer, hein, mais que ce soit ZS, ZT, il y a plein de Rover et MG. Bon, les MG, c'est grosso modo des Rover, mais on va dire un peu plus sportifs, parce que Rover n'a pas sorti beaucoup de sportives. On a des voitures puissantes, mais en véritable sportive, il n'y a pas grand-chose. Même si il y a eu quand même des espèces de petites GTI. En Rover, il y a quand même très peu de voitures. Et surtout, comme Rover a disparu il y a déjà pas mal de temps, eh bien, c'est très compliqué de trouver des Rover sportives, même à trouver du sleeper en Rover. Alors, on a bien des voitures qui datent, mais pour en trouver une, c'est quand même assez compliqué. Donc ensuite, je ne vais pas parler des Peugeot, des Renault, des Citroën, et il y a des voitures, je pense que ça sert à rien de les reciter, comme les Honda Civic. Je pense qu'on en a tous entendu parler, les Honda Civic type R et compagnie. Bon, on les connaît, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a plein de sportifs comme ça, de toute façon, vraiment la gamme GTI sportive et les gammes Maxi GTI, c'est dit, redit et redit, à chaque fois c'est rabâché, ça ressort dans toutes les vidéos, donc ça je ne vais pas en parler. Par contre, ce que j'ai vu de très intéressant esthétiquement, si vous voulez une voiture qui a de la gueule, bon moi personnellement j'ai craqué dernièrement pour une Ford Probe en V6. Alors c'est une voiture qui est vraiment hors norme en matière de ligne, parce que c'est un coupé qui a vraiment de la gueule, mais il y a plein de coupés comme ça qui ont de la gueule et qui ne sont pas forcément très connus ni très recherchés. Alors dernièrement, ce que j'ai vraiment repéré dans les prix entre 10 et 15 000, alors on est plus autour des 13-15 000, mais on a les Hyundai coupés qui sont vraiment, me semblent très intéressants parce que on a du 2 litres turbo en 200 chevaux et on a même du V6 atmosphérique, 3 litres 8, 300 chevaux. Truc complètement dingue parce que 300 chevaux, 15 000 euros. Bon, même si au niveau fiabilité, même si le design est bien sûr discutable, les goûts, les couleurs, ça se discute pas hein, de toute façon. Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez vraiment une sportive ? Est-ce que vous voulez une pistarde ? Est-ce que vous voulez une jolie voiture à regarder ? Parce qu'une Clio RS, ok, c'est une belle voiture. Mais dire qu'on prend son pied à regarder une Clio RS, ouais, tout est relatif. Moi, personnellement, j'ai vraiment un coup de cœur pour les véritables coupés. Après, c'est vrai qu'une version 3 portes, j'aime bien. Mais une Mégane RS en 5 portes, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Hein. Autant en 3 portes, ok, pourquoi pas. Mais en 5 portes, non, ça me branche pas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a quasiment plus que des 5 portes qui sont commercialisées parce que ça sent mieux en voiture neuve. Et je précise en voiture neuve, hein, parce qu'en occasion, c'est presque le contraire qui se passe, sauf quand les gens ont des enfants. Là, ils se tournent plutôt vers du 5 portes. C'est quand même beaucoup plus pratique pour mettre un siège bébé, par exemple. On continue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a parlé un petit peu des Ford, on a parlé des Hyundai. Alors, on va peut-être pas faire toutes les marques, mais
c'est vrai qu'on a des marques qui ne sont pas toujours très connues. Bon, il y a des nouvelles marques qui ont pondu des trucs puissants, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu trop récent et je n'ai pas de recul pour parler de la fiabilité, parce que c'est bien d'envoyer des gens sur un modèle, mais c'est vrai qu'au niveau fiabilité, c'est toujours un peu compliqué de dire c'est fiable, c'est pas fiable. Une voiture qui a moins de 10 ans, parler de fiabilité, c'est un peu compliqué. Et une voiture qui se trouve toujours à un kilométrage inférieur à 200 000 km, peut-on parler de fiabilité? Tant que les voitures n'ont pas passé la barre des 200 voire 300 000 km, c'est un peu compliqué de dire cette voiture est fiable, le moteur est solide, c'est incassable. C'est quand même très compliqué de conseiller à des gens d'acheter un modèle ou de rechercher un modèle alors qu'on n'a jamais eu le modèle, on n'a jamais eu la voiture, on n'est jamais monté dedans et on n'a aucun recul. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance, tout simplement à parler beaucoup de mes voitures, mais je vais aussi parler des voitures qui m'intéressent. Alors Nissan 350Z, c'est quand même un budget à part. Donc évidemment, on peut en trouver autour des 15 000 euros, mais elles seront peut-être fatiguées, gros kilométrage, et il y aura tellement de frais à faire que je préfère ne pas mettre la 350Z dans un budget autour des 5 à 15 000. Parce que même si vous en trouvez une fatiguée à 10 000 euros, vous aurez tellement de frais à faire que ça vous reviendra peut-être à 20 ou 25 000 euros. Donc voilà, il y a des voitures, il faut quand même être réaliste. Si on les trouve à pas cher du tout, ça risque de nous coûter très très cher par la suite. Il ne faut pas oublier que quand on achète une sportive, il y a parfois un budget colossal à sortir les premières années pour faire les travaux suite au premier contrôle technique. Donc ensuite, évidemment, on a des Honda aussi, qui ne sont pas toujours très très puissantes, mais on a quand même quelques Honda coupées. Alors, sportives, non, c'est pas vraiment des sportives, mais parfois on a des slippers. Donc on a des Honda qui font 140 ou parfois moins de 140 chevaux et qui sont déjà assez intéressantes. Attention, je connais la Civic des années 2008-2010, bon je sais plus exactement les dates. Donc on a des Honda Civic coupés en 1,8 litre 140 chevaux qui ne sont pas ultra robustes. Apparemment les moteurs sont assez décevants. Donc avant d'acheter un modèle et avant de mettre un commentaire négatif sur la vidéo en me disant que je vous envoie à acheter des merdes, renseignez-vous sur le véhicule avant de l'acheter, bien sûr. Ne partez pas après cette vidéo en vous disant je vais acheter ça, il a dit que c'était bien. Non, il faut toujours se renseigner et attention aussi à l'état et au passé du véhicule. Qui a eu la voiture? Comment elle a été entretenue? Bon, c'est là on repart toujours sur le même truc, c'est l'achat du véhicule. Donc observer le véhicule, machin, bon, tout ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Après, on a un type de véhicule qui n'est pas vraiment une sportive, mais qui n'est pas non plus vraiment de la spistarde. On a tout ce qui est roadster. Alors les roadsters peuvent entrer aussi dans le cadre des sportives, même si c'est pas vraiment la vocation d'un roadster d'être sportif. On a des roadsters qui sont ultra puissants des fois. Par exemple, l'Opel GT. Donc l'Opel GT, on en trouve à moins de 15 000 euros. Des fois, elles sont affichées à 15 500. Je pense qu'il est possible de négocier. Donc l'Opel GT, je pense que c'est une excellente voiture. Parce que, d'une part, moi j'en suis très content jusqu'à présent. Ça fait 5 ans que j'en ai une. Et j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai pas vraiment eu de mauvaise surprise. Attention, hein, c'est une voiture qui est rare, donc les pièces sont compliquées à trouver. C'est pas parce que on a une casse à côté de chez soi qu'on va trouver des pièces d'Opel GT. Mais c'est une voiture qui me semble très très intéressante. Les performances sont tout à fait acceptables. C'est même une voiture très puissante. 250 chevaux à la louche. Elle est donnée pour 264. Je vais dire plutôt 240 ou 250 chevaux. Parce que pour 264 chevaux, c'est assez décevant, il est vrai. Mais l'Opel GT, vraiment super voiture.
L'inconvénient, oui, on a une bâche sur le toit, c'est pas un coupé, c'est pas pratique, on n'a pas de siège à l'arrière. De toute façon, à l'arrière, il n'y a rien, c'est un réservoir de carburant et il n'y a pas vraiment de coffre non plus. Mais pour une voiture du week-end, c'est vraiment une voiture que je recommande. Et c'est une voiture que je recommande aussi pour rouler assez peu. Je ne recommande pas d'acheter un Opel GT pour faire 15-20 000 km par an et pour s'en servir tous les jours. Surtout que c'est une voiture qui a tendance à attirer un petit peu de jalousie. Alors comme vous le voyez, Toyota Celica aussi. Alors cette génération est intéressante, mais en réalité toutes les Toyota Celica sont intéressantes. Donc que ce soit, bon je vais pas partir vers les premières séries de 1980 parce que c'est trop compliqué et puis c'est vraiment très ancien. Mais les Toyota Celica, génération, on va dire 3, 4, 5, 6, ça me semble être de très très bonnes voitures et pas besoin d'acheter le moteur le plus puissant. On a des Toyota Celica qui font 115 chevaux, donc en 6e génération. Et en 7e génération, même un 140 chevaux, eh bien, ça peut être déjà tout à fait acceptable en matière de perf. Bien sûr, c'est pas des voitures qui vous permettront de doubler sans arrêt, mais est-ce qu'on a besoin de doubler à chaque fois la personne qui nous précède? Ça n'a pas trop de sens. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est déjà d'acheter une belle voiture qui nous plaît esthétiquement. Après, de toute façon, vous aurez toujours une voiture plus puissante à côté de vous. Vous aurez toujours une Porsche 500 chevaux ou une Ferrari ou une Maserati ou je ne sais quoi, ou une voiture trafiquée. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose d'acheter toujours la voiture la plus puissante. Après, des voitures aussi qui ne sont pas très connues. Bon, on a des A3, on a des Audi A3 en V6, on a des Golf en V6 qui ne sont pas forcément très connus pour être des sportives, parce que ce ne sont pas des sportives, ce sont des voitures bourgeoises, mais équipées de très très gros moteurs et qui ont des performances quand même très très élevées. Alors on a aussi tout un paquet de voitures équipées de ce moteur, donc le fameux V6, donc 6 cylindres en VR. On retrouve ce moteur donc dans des Passat, dans des Bora, dans un paquet de véhicules. On le retrouve aussi dans de l'Audi A4 par exemple. Et on trouve aussi certaines versions de Audi A6. Alors après, c'est pas du tout des sportifs, c'est plutôt du sleeper. Comme je disais, à vous de voir. Est-ce que vous voulez une voiture d'allure sportive ou est-ce que vous voulez une voiture puissante? Après, une voiture puissante ne veut pas forcément dire une voiture très affûtée sur circuit. Là, on est d'accord. Enfin, je n'ai pas parlé des BMW parce que je trouve ça un peu ridicule dans le sens où BMW a produit principalement des voitures puissantes. Donc, même si les 1,6 litre qui faisaient environ 100 chevaux pouvaient sembler un petit peu ridicules, 100 chevaux, bon, c'est pas puissant, mais c'est déjà supérieur à la moyenne. En général, une voiture qui fait 80-90 chevaux, on va dire que c'est à peu près la moyenne. Quand on a plus de 100 chevaux, on peut déjà parler d'une voiture assez puissante. Bon, il faut tenir aussi compte du poids de la voiture. Évidemment, une voiture qui fait 100 chevaux et qui fait 1500 kg, c'est un veau. Mais une voiture qui fait 100 chevaux pour environ une tonne, ou une tonne 100, c'est pas tout à fait une GTI, mais presque. Donc, en BMW, c'est pas compliqué. À partir du moment où on a un 6 cylindres et environ 150 chevaux, voire des fois un peu plus, il y a des versions qui font 170, 190. C'est déjà des voitures assez puissantes, même si elles n'ont pas de connotation sportive. Eh bien, on a quand même des fois des berlines qui sont très très puissantes et en accélération, eh bien, qui valent tout simplement des petites GTI. Bref, conclusion, ne vous arrêtez pas à des coupés sport ou à des compacts ultra radicales comme les Clio RS, les 208 GTI, les Golf GTI, les Golf R. Il y a plein de voitures. En réalité, l'offre est vraiment immense. Alors là, devant moi, j'ai ma Toyota MRS. Alors c'est un speeder hein, quelque part, c'est un roadster. C'est pas puissant, ça fait 140 chevaux, mais en réalité,
on s'éclate beaucoup plus avec ça qu'avec une GTI qui fait 200 chevaux en traction. Après, certes, des fois, on a quelques petites modifications à faire si on veut vraiment en faire une véritable petite sportive. Mais déjà, on a des voitures qui sont très intéressantes avec seulement 140 chevaux. Alors, en termes d'années, je conseille de partir sur des voitures après 1980. Avant, même si c'est parfois des voitures qui sont assez puissantes, c'est tellement archaïque qu'on ne peut pas vraiment parler de sportives actuelles. C'est parfois des voitures qui sont très puissantes, mais qui sont un petit peu dépassées en termes de freinage, de tenue de route, et aussi de sécurité plus ou moins active, passive. Quand on voit que certaines voitures n'ont pas d'ABS, par exemple, pas de direction assistée, je sais que certains vont dire oui, ton truc là c'est périmé, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction assistée, c'est une vieille bagnole, c'est complètement périmé. Bah oui, avant 1980, c'est vrai qu'on avait des voitures puissantes, mais ça fait un peu périmé quand on compare à des voitures très modernes qui ont des fois des systèmes d'aide à la conduite quand même très perfectionnés. Alors pour en revenir aux Honda aussi, on a des Honda Civic, mais on a aussi des Honda Accord qui sont très intéressantes. Et après, n'oubliez pas, on n'a pas que les marques les plus connues, on a aussi des marques qui sont un petit peu moins connues. Alors j'ai parlé d'Hyundai, mais on a aussi des Honda qui sont moins connus, on a des Toyota qui sont moins connus, on a aussi des Mazda qui ne sont pas forcément très connus. On a des modèles un petit peu anciens. On a aussi des modèles qui sont très peu connus parce qu'ils n'ont pas très bien fonctionné en termes de vente. On a des modèles aussi qui ont manqué un petit peu de puissance. Donc, je pense par exemple à la Toyota Paseo qui faisait que seulement 90 chevaux. Donc, c'était pas considéré comme un coupé sport. Pourtant, 90 chevaux pour environ 1 tonne, c'est pas ridicule. Alors certes, l'avantage, c'est qu'on peut assurer ce type de véhicule en étant assez jeune, et 90 chevaux pour se faire la main, des fois, c'est déjà bien. Alors tout dépend de l'âge qu'on a, bien évidemment. Hein. Quelque part, quand on a 20 ans, je pense qu'acheter une Paseo, eh bien, c'est tout à fait plus réalisable et plus sérieux que d'acheter une 350Z avec un crédit. Et enfin, je pense des fois à des marques qui appartiennent à des groupes, comme la marque Seat. Seat a proposé des petites sportives, des petites bombinettes et aussi des slippers. On trouve des fois, parfois, des Seat qui ont des très bons moteurs dans des voitures qui n'ont pas forcément beaucoup d'allure. Je pense notamment à des Seat Cordoba qui étaient équipés du moteur KR, donc du moteur de la Golf 2 GTI 16S. Voiture exceptionnelle. Et en plus, on avait des versions qui étaient tout simplement en 2 portes. 2 portes avec, je crois, si je ne me trompe pas, une malle arrière, puisque la vitre, je pense qu'elle ne se lève pas. Donc Seat Ibiza, Seat Cordoba, et on a aussi des Seat Toledo qui étaient assez intéressantes aussi. Bref, pensez à la marque Seat parce que c'est vraiment des voitures qui ne sont pas très recherchées, mais on a des très très belles voitures, il y a de très bonnes affaires à réaliser aussi dans la marque Seat. Alors bien sûr, si on veut acheter la cousine, on retombera sur la Polo, mais la Polo, généralement, c'est plus cher pour des fois un produit similaire et pas forcément supérieur. Alors je n'ai pas parlé des Nissan, mais en Nissan, bon, la 350Z, c'est une voiture qui est un peu extrême dans le sens où c'est une pistarde, c'est une sportive, c'est un coupé sport et aussi c'est une drifteuse. Donc c'est une véritable drifteuse. Je ne sais pas si on peut considérer que le coupé 350Z est une supercar parce qu'elle en est pas loin. C'est juste qu'elle est un petit peu trop lourde, donc généralement elle n'est pas considérée comme étant une supercar, mais je trouve qu'elle n'est vraiment pas loin des supercars. J'ai un peu du mal à la considérer comme petit coupé sport, parce que 300 chevaux, petit coupé sport, c'est un peu limite quand même. Surtout que c'est une voiture qui fait quand même plus de 1500 kg, c'est pas un petit coupé sport. Par contre chez Nissan, on avait la Nissan 100 NX,
Alors aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus, malheureusement. On avait la Nissan 200 SX. Bon, là c'est un peu compliqué parce que les prix ont explosé en l'espace de seulement 5 ans. Donc c'est pareil, pour en trouver une belle en dessous de 15 000 euros, ça va être très compliqué. Et chez Nissan, on avait aussi pas mal de modèles qui n'étaient pas réellement sportifs, mais qui faisaient autour des 100 chevaux pour à peu près une tonne. Je vous laisse faire les petites annonces parce que je ne vais pas vous énumérer tous les modèles, mais on avait la Nissan Almera par exemple. J'ai failli en acheter une, malheureusement elle est partie. Elle était affichée à seulement 2000 euros. Attention à la corrosion, ce sont des japonaises et apparemment les Nissan aiment bien la rouille. Après, attention, chez Nissan, dans les anciennes Nissan, je pense au Nissan Sunny, j'ai beaucoup entendu parler de problèmes de fiabilité à tout point de vue. Donc, qualité générale, qualité de l'intérieur, à part les sièges qui vieillissent assez bien dans l'ensemble, les anciennes Nissan sont des voitures qui vieillissent quand même moyennement. Je dis pas, hein, c'est peut-être mieux que du Renault, mais ça ne vieillit pas forcément très très bien pour de la japonaise. Alors moi j'ai une Toyota Corolla, c'est une très ancienne puisque c'est une Toyota Corolla de 95, mais toutes les Toyota Corolla ont eu une petite version sportive ou GTI, donc que ce soit GTI ou Corolla TS, superbe voiture. J'allais l'oublier, celle-ci, la Chrysler Crossfire. Les Chrysler Crossfire en atmosphérique se trouvent dans une fourchette comprise entre 5 et 15 000 euros pour un bel exemplaire, 5 000 euros avec des travaux, 10 000 euros pour un état moyen, voire très bon, 15 000 pour un état quasi neuf. Superbe coupé et en plus un coupé relativement performant à défaut d'être ultra efficace sur circuit. Bon, la version turbo compressée, je n'en parlerai pas, car là, on est pratiquement sur une supercar de plus de 300 chevaux avec des performances vraiment exceptionnelles, mais un coût astronomique en général. Au niveau prix d'occasion, en dessous 25 000, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Bref, je pense que je pourrais parler de sportive et de slipper pendant des heures. De toute façon, la liste est très très longue. Mais si vous voulez acheter une sportive ou un slipper ou une voiture assez radicale, quelque part il suffit de regarder déjà dans le choix que j'ai opté jusqu'à présent. Aujourd'hui j'ai une bonne vingtaine de sportives. Alors je sais que certaines voitures ne sont pas particulièrement puissantes et sportives, mais pour moi, même ma Mazda MX-3, eh bien, si elle fait que 100 chevaux, c'est un petit coupé sport dans le sens où, même si le moteur n'est pas très puissant, c'est quand même un véhicule qui est très agile, surtout quand on compare aux gros pachydermes, aux gros SUV qui font 1600 ou 1800 kg aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un modèle dont je n'ai pas vraiment parlé, mais qu'on trouve à des prix quand même assez intéressants, et il y a quand même beaucoup d'offres, donc il y a beaucoup d'annonces, c'est les Golf 3 GTI. Alors certes, c'est pas vraiment une sportive, c'est plutôt une Golf assez bourgeoise, un tout petit peu lourde et pas très puissante, mais à vous de voir si vous voulez modifier légèrement le véhicule pour par exemple qu'elle ait une sonorité un peu plus sportive. Alors en préparation évidemment on va pas changer le turbo, on ne gagnera pas vraiment de puissance. Mais la Golf 3 GTI, c'est une voiture tellement facile à trouver parce qu'elle est tellement répandue que je pensais quand même intéressant de rappeler que c'était un véhicule relativement répandu et facile à trouver, et surtout dans un budget assez faible, puisque à moins de 5 000 euros, on peut trouver des exemplaires qui présentent assez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce. Pensez à mettre des commentaires, à nous soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je ne vous dis pas à bientôt pour un nouveau guide d'achat parce que personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des guides d'achat. Quelque part, il suffit de suivre un petit peu mes aventures et mes vidéos pour avoir les renseignements dont vous avez besoin.